Bientôt 8h25 sur iTélé, l'heure de l'invité politique. Et on reçoit ce matin Jean-Vincent Placé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. On va d'ailleurs y revenir dans quelques minutes. Mais d'abord, on va commencer avec le sujet du moment, ce qu'il faut appeler le cas Macron. Alors, pas un mot, paraît-il, hier en Conseil des ministres. Vous n'y étiez pas, je crois. Est-ce que ça a été le cas aussi hier soir à l'hôtel de Brienne, où François Hollande prononçait son discours aux armées? Là, vous y étiez? Oui, eh bien. Aucune allusion, rien? Non, c'est un discours aux armées qui était d'ailleurs très volontaire par rapport à la défense nationale, par rapport à notre présence à l'extérieur, et puis bien sûr aussi par rapport au risque intérieur. Et le chef de l'État a pu saluer les forces de défense, les militaires, pour le travail remarquable qu'ils font. Il y avait donc François Hollande, droit dans ses bottes. Manuel Valls, agacé, excédé, lui? Non, le Premier ministre, lui, est en charge de l'animation du gouvernement. Il est le chef de la majorité. Enfin, on l'a vu très énervé dans l'après-midi. La majorité a besoin de diversité, de talent, de différents parcours, de différentes histoires, de différentes origines. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas du Parti socialiste, par exemple. Et c'est un ministre économique qui fait son travail, qui apporte son talent, parce que c'est quelqu'un de talentueux. Après, il faut qu'il concourt peut-être davantage... Emmanuel Valls, hier, vous ne l'avez pas trouvé agacé? Non, je l'ai trouvé... Tout va bien. Je l'ai trouvé... Tout va bien, tout va bien. On pourrait parler d'ailleurs plus sérieusement de la situation économique du pays, qui, elle, s'améliore. Parce qu'aujourd'hui, on réussit quand même à faire reculer le chômage, on refait démarrer la croissance. Mais c'est la réalité. La consommation repart. Et vous êtes en train de nous dire que tout le monde ne parle que du cas Macron, sauf au gouvernement. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'est tout le monde. Parce que vraiment, franchement, je fais partie de ceux qui apprécient... Sur les réseaux sociaux, oui, mais ça, vous êtes capable d'avoir une passion pour ce... C'est pas nous qui avons une passion. Quand on tend les micros hier aux députés socialistes, ils parlent tous de ça. Oui, Manuel Valls fait un pot avec les parlementaires hier après-midi et... Non mais franchement, on est engagé, on vient de parler de nos forces armées dans des opérations militaires extrêmement difficiles. Nous sommes présents aujourd'hui dans le monde entier. Nous avons à gérer, peut-être que nous pourrions en parler, de la situation liée au Brexit. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle première ministre anglaise, il y a M. Johnson qui est aux affaires étrangères. On a même nommé un ministre du Brexit en Angleterre, ce qui paraît d'ailleurs logique par rapport au vote du référendum. Nous avons la situation économique que nous essayons de redresser et nous la redressons. Nous avons la conduite de belles réussites comme l'Euro 2016. On pourrait en faire toute une liste. Je vous posais une question sur Emmanuel Macron, juste sur le fond. Oui, mais d'accord. Sur le fond, moi, vous reconnaissez tout de même qu'il y a un problème. Très sincèrement, moi, je l'aime beaucoup en plus et je trouve qu'il fait bien son travail. La preuve, l'économie redémarre. Mais après, le sujet d'Emmanuel Macron, juste un ministre de l'économie, de son style, de tout ça. En plus, moi, je l'apprécie vraiment beaucoup, donc j'ai vraiment pas de sujet. Mais très sincèrement, est-ce que vous pensez un seul instant que ça préoccupe les Françaises et les Français, alors que d'une part, il y a ceux qui sont en difficulté, d'autres ceux qui préparent les vacances, etc. Je pense que ça les préoccupe dès lors que, effectivement, on se retrouve avec un ministre de l'économie et un Premier ministre qui sont visiblement en guerre permanente. Et ils ne sont pas en guerre permanente parce que ce qui est important, c'est de savoir quelle est la ligne politique du gouvernement. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Eh bien, le gouvernement, il travaille. Je l'ai déjà dit, l'international, la situation européenne... C'est pas moi qui ai dit qu'il faut que ça s'arrête, c'est Manuel Valls qui a dit ça avant-hier. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, et ça ne me dérange pas, parce que c'est vous qui posez les questions et c'est moi qui y réponds, ça fait 5 minutes qu'on parle d'Emmanuel Macron. Alors pour clore le débat, est-ce que François Hollande doit dire quelque chose tout à l'heure lors de l'interview du 14 François Hollande, c'est le chef de l'État, c'est le patron et c'est celui qui est le plus légitime d'une part pour défendre le bilan, et je souhaite qu'il puisse défendre le bilan, d'ailleurs avec une forme de lucidité et de franchise et de sincérité, c'est-à-dire y compris en étant capable de dire, bon voilà, ça a été pas très bien fait, ça a pu être incompris, voilà ce que j'ai voulu faire pour le pays, voilà la vision que je porte pour la France, et voilà y compris les idées, les thèmes qui pourront être ceux de la rentrée. Tu ne dois pas rappeler les règles ? Si, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a vocation à gérer une forme de diversité, si j'ose dire, au sein du gouvernement. Après, il faut quand même qu'il y ait deux choses indispensables, c'est l'unité, et le président de la République doit rappeler la nécessaire unité de la majorité et du gouvernement, et puis la clarté aussi, c'est ce que je vous dis par rapport à la ligne politique. Je n'ai pas entendu une dissonance quelconque dans le discours d'Emmanuel Macron par rapport... Sur le voile, si, par exemple, à l'université avec Oui, mais sur le voile, il y en a beaucoup qui sont sur cette position-là. Ce n'est pas un sujet clivant en soi au gouvernement, pour une seule et simple raison, c'est que l'arbitrage a été
pris par le président de la République de ne pas s'engager dans cette voie-là. Et pour ma part, je trouve cela très bien. Donc il n'y a pas de sujet particulier. Après, j'ai vu qu'il y avait une thématique sur les élites et le système. Oui, et c'est des mots qu'on retrouve plutôt chez Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon d'habitude. C'est une figure de style qui n'était pas l'élément le plus intéressant de son discours, incontestablement. Vous ne voulez froisser personne, visiblement, ce matin. Mais, écoutez juste ces réactions, et après on en reparle. Si François Hollande veut montrer un jour qu'il a un peu d'autorité, il doit dégager Emmanuel Macron. C'est pas envisageable autrement. Alors je comprends qu'il ne le fasse pas aujourd'hui, puisque c'est le 14 juillet. Moi, je pense que le président de la République aurait tout intérêt, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais à dire qu'il n'a aucun doute sur la loyauté du ministre de l'économie, qu'il n'a absolument aucun doute sur cette loyauté, sur le travail qu'il fait au sein du gouvernement. Et il devrait en même temps mettre en garde le ministre et tous ceux qui veulent cultiver l'ambiguïté par rapport à ce qui doit être notre base collective, la capacité à avancer ensemble. Et donc voilà, je pense qu'en 2 phrases, on peut régler la chose demain. Est-ce que vous pensez qu'en 2 phrases, on essaye de régler la chose quand même, pour passer à autre chose? Bruno Le Roux est quelqu'un d'expérience et de bons conseils. Et en effet, ces 2 phrases seront très très bien. De dire qu'en Virer effet... Macron, comme le demande Hervé Morin, ça, c'est pas la solution? Non, mais moi j'ai du respect aussi pour Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie. Bon, il peut garder ses conseils pour lui, voilà. Et Bruno Le Roux vient de le dire, c'est-à-dire qu'on a le souci de dire clairement, voilà la politique du gouvernement. Celles et ceux qui gouvernent, donc qui sont au gouvernement, ont vocation à en être solidaires. Et il faut être clair, et notamment par rapport à la primauté du chef de l'État. Et je crois que le président de la République, avec son style ouvert, avec une grande capacité justement de rassemblement, le dira tout à l'heure, avec ses mots et sa manière. Quand on voit le contexte, on se dit ça promet la primaire de la gauche. On en est loin, on en est loin. On en est loin, et je pense que ça sera beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est prévu pour janvier prochain, avec des déclarations de candidature d'ailleurs qui sont prévues pour fin décembre. Moi je pensais même qu'on pouvait aller un peu au-delà, parce que puisque je souhaite que le chef de l'État s'engage dans cette bataille pour sa reconduction, il me semble que cela peut attendre quelques semaines, notamment parce qu'en début de l'année prochaine, en janvier, c'est la période des vœux. Il faut que le chef de l'État incarne l'unité nationale et ne soit pas déjà engagé dans une campagne de renouvellement, parce qu'en réalité il faut gouverner jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui le pays a toujours besoin de réformes, toujours besoin d'attention, et les problèmes sont là, on ne les nie pas, et justement ça demande l'attention de chacun, et en particulier l'ensemble des membres du gouvernement qui ne doivent pas trop se disperser. Vous stimulerez François Hollande coûte que coûte, s'il n'y va pas? Bon, moi, je ne suis pas vous l'entendez, j'espère, dans l'analyse ou dans la prospective. Je pense que la réalité, c'est que le chef de l'État, au moins, a une double légitimité, celle de la primaire précédente, de son élection. Il est élu, il a son action qui a vocation à être expliquée dans les semaines et dans les mois qui viennent, et incontestablement aussi qui a vocation à retrouver une forme accrue de confiance des Françaises et des Français. Et c'est assez naturellement tout de même que le chef de l'État a vocation à pouvoir faire campagne et pouvoir éventuellement être reconduit, même si, bien sûr, les temps sont difficiles. Vous disiez, c'est loin, cette primaire, oui. Le mois de janvier, et puis il y a pourtant plein de candidats. Alors, parmi les écologistes, par exemple, François de Rugy, Jean-Luc Benamias, alors qu'ils sont tous les deux membres de votre mouvement, l'UDE. Les Verts, eux, veulent faire leur primaire. On parle aussi de Cécile Duflot, éventuellement pour faire un grand rassemblement contre François Hollande avec les frondeurs. C'est une usine à gaz. Moi, je ne suis pas un fanatique de cette idée de primaire, justement, parce que lorsque le chef de l'État peut s'engager dans cette bataille électorale, évidemment, il ne faut pas que ça ressemble trop à une forme de confusion. L'éparpillement, la dispersion, la confusion, ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche justement l'unité, le rassemblement. La place, vous pourriez rappeler, mais du second tour. C'est la logique, en réalité, de ces dispositifs, qui ressemblent d'ailleurs aux dispositifs américains, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une forme de parallélisme des formes qui concourt de facto au départ à une énorme dispersion. On voit à droite, à un moment on disait c'est l'équipe de France de football parce qu'ils étaient 11, maintenant je crois qu'ils sont arrivés au rugby à 13, ils doivent être 13 et ça arrivera sûrement au rugby à 15, voire au-delà. Et puis à un moment ça se resserre. Ça se resserre parce que, hop, il y a un entonnoir qui s'opère. Donc là, on entend parler de beaucoup de candidats de la gauche, il y en aura quoi, 3, des écologistes.
Moi, je vais être très très franc. J'espère que nous serons dans une situation en décembre où on pourra se passer de cette primaire. C'est-à-dire y compris que le président de la République retrouve un peu plus de confiance et un peu plus de solidité dans la relation avec les Françaises et les Français. Et ce qui me paraît important, c'est que à partir de tout à l'heure, le 14 juillet, parce que nous sommes sortis d'une période difficile aussi, avec les sujets liés à la déchéance de nationalité, avec le texte sur le Code du travail qui a eu ses difficultés tant dans la relation avec le dialogue social qu'avec les parlementaires, y compris de la majorité. Parce que ça ne sert à rien de nier les faits. Voilà, moi, je ne vous dis pas tout va bien. Ça va pas mieux. Si, ça va mieux. Mais ça va pas bien. Mais tout ne va pas bien. il faut être lucide sur la situation, sur notre positionnement politique, sur ce que nous portons, parce que là, il y a la sincérité, la conviction. Moi, je le dis d'autant plus que si je suis dans ce gouvernement, c'est parce que je suis à l'aise par rapport à ce qui se passe en termes de réalisation sur la COP 21, qui est un accord magnifique pour la planète et pour les générations futures par rapport à la protection de l'environnement, de la biodiversité. Donc je suis à l'aise et je dis qu'il faut aller encore plus au-delà sur les questions d'énergie renouvelable, sur les questions de la biodiversité, sur les questions liées aux infrastructures les plus écolos possibles en termes de développement durable. Donc vous voyez, on a beaucoup de sujets à porter dans cette campagne, sujets qui sont aussi les miens, de la réforme de l'État, de la simplification. On va y revenir dans un instant. Juste sur cette primaire, il y a eu une réunion hier pour un peu l'organisation. Oui, j'y étais. Voilà, vous y étiez, c'est pour ça que je vous en parle. 6700 à 6800 bureaux de vote a priori prévus. Christophe Barbier, vous posez cette question tout à l'heure. Pourquoi les Français de gauche sont-ils moins bien traités que ceux de droite ? À droite, ils auront plus de 10 000 bureaux de vote. Oui, mais il faudrait peut-être aller au-delà. C'est définitivement pas une bonne idée, alors. Non, mais je ne suis pas le plus favorable à cette idée. Je la rallie parce qu'elle est assez partagée, donc il n'y a pas de raison d'être le seul à faire le schtroumpf-grognon. Ce n'est pas mon attitude. J'essaie, moi, d'être positif et de voir justement quelles sont les initiatives qui se dégagent. Mais on va essayer. Si on le fait, autant le faire bien. Si on peut s'en passer en décembre, j'assume, moi, pour ma part, de le dire très tranquillement. Alors, on va parler de votre ministère. Ça fait 5 mois maintenant que vous êtes ministre. Je le disais, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. On en parle très peu de ce ministère, ça ne parle pas forcément. Oui. Qu'est-ce que vous avez lancé depuis 5 mois ? Mais en réalité, on lance des choses, mais tous les jours. Parce que la réforme de l'État... Quoi concrètement ? Très simplement, on est en train de créer, par exemple, la plateforme unique de l'ensemble des services publics pour les Françaises et les Français. Ça s'appelle France Connect. Pour le moment, on travaille. Donc, il y a évidemment les impôts dessus, il y a la sécurité sociale, il y a la poste. Et on va mettre petit à petit l'ensemble des services. C'est-à-dire que l'ensemble de l'administration sera en ligne. Il y a déjà servicepublic.fr. Mais là, on va concentrer davantage le fait que chacun des services au public, y compris par exemple les allocations familiales, l'assurance maladie, la retraite, les retraites agricoles, y compris à terme, d'ailleurs ça fait susciter un débat par rapport à la question de l'ouverture au privé de la plateforme de l'État, eh bien à terme vous pourrez tout faire dans une petite demi-journée. Donc il y a des choses à affiner, par exemple sur les passeports, sur les cartes nationales d'identité, y compris par exemple pour les Français de l'étranger, dont je me préoccupe particulièrement également parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. Donc c'est faire en sorte qu'il y ait plus de services au public. Et tout à la fois plus de services au public, en numérisé, mais aussi en territorial, parce qu'il y a des personnes défavorisées, ceux qui sont éloignés du très haut débit, des personnes âgées, d'autres qui n'ont pas forcément une relation maîtrisée avec la technologie. Eh bien, nous essayons de rapprocher les agents du service public des citoyens, notamment en territoire rural et en territoire défavorisé. Ça veut dire quoi ? Par exemple, on déploie 1 millier de maisons de service au public dans les bureaux de poste. C'est quoi ? C'est un agent, qui soit parfois de la poste, ou y compris parfois de municipalité, ou de département, ou de préfecture, qui fait un peu l'écrivain public pour vous. C'est-à-dire que vous arrivez, et puis vous expliquez vos problèmes, hop, et c'est la personne qui fait ce travail-là. J'ai même inventé des services, c'est encore embryonnaire, expérimentable, mais une espèce de, disons, de food truck, si j'ose dire, du service public. C'est-à-dire un camion qui va se déplacer. Voilà, vous avez compris. C'est une idée que je porte depuis très longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit rapprocher le service public des citoyens qui
sont un peu paumés dans toute cette complexité. Et d'une part, je simplifie, c'est-à-dire que j'enlève des normes, j'enlève des arrêtés, j'enlève des circulaires, j'enlève des décrets, parce que c'est ça qui est important, c'est que, de grâce d'ailleurs, je le dis même et au gouvernement, à mes propres collègues et aux parlementaires, je dis surtout arrêtez de légiférer. Il y a trop de législation, il y a trop de papiers, les gens ne supportent plus ça. Et moi, ce que je fais la réforme de l'État, non pas par le haut, en disant oui, je vais tout changer dans les institutions, c'est pas vrai, c'est quasiment... c'est dans le concret, dans le quotidien. Exactement, et pas à pas, pour faire en sorte que les Français soient plus contents de leur service public, et notamment de leurs agents, qui d'ailleurs se réforment énormément en termes, y compris comportemental, y compris en termes dynamiques et d'accueil, et je dirais même, vous dire un grand mot, de productivité même du service public, et même de niveau entrepreneurial du service public. Moi, c'est ça l'ambition que je porte. Et il nous reste 20 secondes, je reviens une fois encore à l'interview du 14 juillet. Il y a une autre question à laquelle François Hollande va devoir sans doute répondre, elle concerne le salaire de son coiffeur. Vous avez été choqué, vous, près de 10 000 euros bruts? Alors moi, je n'ai pas vraiment suivi cette histoire, et puis très franchement... 10 000 euros bruts pour un coiffeur, 24 heures sur 24 à l'Élysée, on en a besoin? Écoutez, c'est un sujet extrêmement passionnant, mais je ne suis pas sûr là, que ça c'est de la langue de bois, Mais non, franchement, je ne vais pas... Mais, vous pouvez comprendre qu'on puisse tous être choqués, 10 000 euros bruts pour un... Moi, je vais vous dire, j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, si ça a été confirmé. C'est pas un problème. Ça fait beaucoup. Stéphane Le Foll, hier, a dit qu'il était choqué, lui. Oui, mais moi, je vous dis que... Ça vous choque pas? Non, c'est pas ça, c'est que c'est prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Oui, mais c'est symbolique oui, mais est-ce qu'on peut se rendre compte de ce que c'est qu'être chef de l'État français? Est-ce que quelqu'un peut penser un seul instant que le chef de l'État s'est préoccupé de cette histoire? Je dis pas Donc que c'est après, mais... entre les circuits administratifs, entre le pourquoi du comment de cette histoire, ça n'a pas beaucoup de sens d'en parler. Et je vais vous dire très franchement, c'est probablement peut-être un dysfonctionnement, c'est peut-être même un excès. Mais de pouvoir d'en parler autant de ces histoires-là, est-ce que vous croyez que ça rapproche les Françaises et les Français de la chose Peut-être pas publique? que ça les rapproche, mais j'imagine que pour des personnes qui sont aujourd'hui au chômage, voir ça, c'est pas forcément... Oui, mais bon, je vous le dis, dans la situation qui est celle de la France, dans ce monde quand même trouble, il ne faut pas prendre les choses trop par le petit bout de la lorgnette. Bon, merci Jean-Vincent Placé d'avoir été à vous. notre invité ce matin. Bon 14 juillet.